journal Afrique, merci d'avoir choisi TV5 Monde. À la une ce mardi, J-1 avant les élections en Afrique du Sud. Un scrutin à fort enjeu, l'ANC pourrait perdre sa majorité absolue. Parmi les voix qui vont compter, celles des jeunes, soit ceux qui souffrent le plus de la crise économique. Au Burkina Faso, depuis ce week-end, la durée de la transition a été prolongée pour 5 ans à partir du 2 juillet prochain. On en parle dans un instant avec l'ex-président de la commission électorale burkinabé et journaliste Newton Ahmed Barry. Et puis quand on marie la funk au rythme traditionnel mandingue, ça donne le Faso Funky, deuxième album du bassiste burkinabé Achille Ouattara qui sera présenté lors de son concert à la Bellevilloise à Paris le 1er juin tout à l'heure. En Afrique du Sud, c'est donc demain qu'auront lieu les élections générales. Pour la première fois depuis l'élection de Nelson Mandela en 1994, l'ANC pourrait perdre sa majorité absolue. Parmi les voix qui vont compter, celles des jeunes. Les moins de 35 ans représentent 42% des inscrits. C'est la génération qu'on appelle les Born Free, nés libres en français, soit celle qui souffre le plus de la crise économique. Joséphine Klöckner et Gabriel Porometto sont allés à sa rencontre. Comme chaque jour, Tsweu Mosedi passe plusieurs heures sur son ordinateur à postuler à des offres d'emploi. Ce titulaire du bac n'a pas fait d'études car il a tout de suite dû travailler pour soutenir sa famille. Depuis l'épidémie de Covid, il est au chômage comme près d'un jeune Sud-Africain sur 2. Il y a des gens qui cherchent un emploi depuis 5 ans. Et ils ont de bons CV. Malheureusement, il faut connaître quelqu'un. À 30 ans, Tsweu fait partie de la génération de ce qu'on appelle les Born Free, ces enfants nés libres après l'avènement de la démocratie, une jeunesse qui n'a pas connu l'apartheid, mais qui subit de plein fouet la crise économique. Depuis que je suis jeune, je n'ai pas vu beaucoup de changements. Après 30 ans de démocratie, il y a toujours des familles dans lesquelles personne ne travaille, des familles de 13 personnes où personne n'est qualifié. Dans son township à 30 km de Johannesburg, on vote encore majoritairement pour l'ANC. Mais alors que le parti est en perte de vitesse, de nombreuses autres formations tentent de capter les voix d'une jeunesse déçue et moins sentimentalement attachée au parti de la libération que ses aînés. Dans ce centre communautaire, ces jeunes suivent un cours d'éducation civique fourni par une fondation. Est-ce que quelqu'un sait combien de sièges il y a au Parlement? Il y a 400 sièges. Ce jour-là, les jeunes sont invités à se mettre dans la peau des partis politiques et à négocier entre eux une coalition. Car si l'ANC passe pour la première fois en dessous de la barre des 50% des voix, c'est le scénario qui pourrait se dessiner. Une opportunité de changement, mais ces jeunes sont assez sceptiques. Les partis sont tous pareils. Ils disent tous la même chose, qu'ils vont créer des emplois. Mais une fois élus, ils ne le font jamais. Alors quel est l'intérêt pour moi d'aller voter ? Mais il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour les jeunes. Je ne suis pas satisfaite. Beaucoup d'entre nous tombent enceintes. Il y a un gros problème de drogue et personne ne fait rien. Pour cet éducateur, ce désenchantement n'est pas une marque de désintérêt pour la politique. Il déplore le manque de plateformes pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs aspirations et veut les encourager à s'investir à l'échelle locale. On dit souvent que les jeunes sont apathiques, mais ce n'est pas vrai. Les jeunes s'impliquent beaucoup et ils veulent s'engager, mais ils ont le sentiment qu'on ne leur donne pas l'opportunité de s'engager en politique. Cette jeunesse, qui représente 42% des électeurs inscrits sur les listes électorales, pourrait détenir les clés de cette élection. Reste à savoir si elle se déplacera en masse au bureau de vote. Au Burkina Faso, on vous le disait en titre, depuis ce week-end, la durée de la transition a été prolongée pour 5 ans à partir du 2 juillet prochain. Avec nous pour en parler, l'ex-président de la CENI, la commission électorale burkinabé, et journaliste Newton Ahmed Barry. Bonsoir, on vous retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, retour sur ces derniers événements avec Jean-Luc Eguezier et Emmanuel Marty. Finalement, il n'aura fallu qu'un jour, samedi dernier, pour prolonger la transition au Burkina Faso. La charte de la transition arrivait à échéance le 1er juillet prochain. D'où cette rencontre des assises nationales pour décider de la suite. Nous avons rendez-vous avec l'histoire, a expliqué en ouverture le ministre Émile Zerbo. Depuis 2022, après 2 coups d'État successifs, le pays vit sous le régime de la transition. Le premier, en janvier 2022, avait porté au pouvoir le lieutenant-colonel Damiba, mais il a été chassé en septembre de la même année par le capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci est devenu l'homme fort du pays.
Au soir de cette journée de travail, le capitaine Traoré est apparu devant les délégués pour signer la nouvelle charte, probablement satisfait des résultats de ses assises. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Ibrahim Traoré obtient aussi la possibilité de se présenter à toutes les élections qui doivent être organisées à l'issue de cette période. Depuis près de 10 ans, le Burkina Faso fait l'objet de violences et d'attaques de djihadistes islamistes, même si le régime affirme obtenir des succès militaires. Le pays connaît aussi une restriction des libertés, des voix critiques sont arrêtées et tous les partis ont été sommés de cesser leurs activités. Newton Ahmed Barry, vous attendiez à cette prolongation de la transition? Oui, bon, enfin, c'est un secret de polichinelle. À partir du moment où, depuis le mois de janvier, de façon collégiale, les jeunes avaient décidé de quitter la CEDEAO, qui est l'institution par excellence, qui les contraigne à des règles, évidemment, de respect de transition, on pouvait, sans risque de se tromper, penser qu'on allait directement. On préparait, évidemment, pas d'une prolongation, mais évidemment à maintenir ou à changer de régime. Car on n'est plus dans un régime de transition, on est plutôt dans un régime militaire classique. Alors l'argument avancé par les autorités burkinabées, c'est la reconquête des territoires face aux djihadistes. Qu'en pensez-vous? Si c'était cela, il lui fallut d'abord faire le bilan. Il faut qu'on sache aujourd'hui, ils en sont à combien de reconquêtes. Je veux juste rappeler qu'à sa prise de pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit qu'à 60% de reconquête du territoire, ils étaient en mesure d'organiser des élections. Et d'autres références, il n'y a pas longtemps, devant les députés de l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre disait qu'ils étaient à plus de 63 ou 65% de reconquête du territoire. Donc, normalement, par rapport aux prévisions, si évidemment ils respectent leurs paroles, ils devraient être en mesure aujourd'hui d'organiser des élections. Alors, selon la nouvelle charte, Ibrahim Traoré n'est plus président de transition, mais président du Faso. Et il pourra se porter candidat à l'élection présidentielle à la fin de la transition. Quelle est votre réaction à cela? Bon, ça me paraît logique à partir du moment où il a prêté serment, alors qu'il n'aurait pas dû prêter serment, il ne le pouvait pas en vertu de la Constitution, qui dit que ne peuvent prêter serment que ceux qui ont été élus par les Burkinabés. Or, on sait tout le monde le sait, ils n'ont pas été élus, mais s'ils ont pu prêter serment, je pense que porter le titre devient, à mon avis, superfétatoire, en fait, secondaire. Alors que peut faire l'opposition ou la société civile pour protester contre cette prolongation, selon vous? Ce qu'elle fait déjà, en tout cas les partis les plus représentatifs, parce qu'il y a quand même un retour et un référent, ils ont refusé de participer à ce qu'on a appelé des assises. C'est déjà donc une résistance. On regarde et on va voir dans les jours à venir comment ils vont s'organiser, parce que j'imagine que cette situation-là ne peut pas être regardée comme ça sans que les partis politiques et les OSC qui représentent quelque chose dans le pays ne s'organisent. Alors une prolongation est aussi proposée au Mali. Est-ce que l'avenir des pays dirigés par les putschistes vous inquiète? Pas que ça m'inquiète. Bon, c'était déjà prévisible. Depuis quelque temps, comme je dis, on le voyait comme un nez sur le visage, que l'ensemble des jeunes, en créant l'AES, voulaient donc se singulariser et ne pas partir du pouvoir. Maintenant, la véritable question, c'est quel est leur objectif? Est-ce que c'est juste pour rester au pouvoir ou bien c'est pour créer d'autres types de régimes politiques qu'on ne connaît pas jusqu'à présent?
Newton Ahmed Barry, merci. Je rappelle que vous êtes ancien président de la commission électorale et journaliste. Alassane Ouattara est le candidat naturel du RHDP à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'affirme en tout cas son parti. Au pouvoir depuis 2011, le chef de l'État, âgé de 82 ans, ne s'est pas officiellement prononcé sur sa candidature à un 4e mandat. Au Sénégal, ouverture des assises nationales de la justice jusqu'au 4 juin. Professionnels du droit, représentants de l'État ou encore de la société civile vont discuter des réformes à apporter au secteur de la justice et formuler des recommandations concrètes. Alissane Fernandez a assisté à l'ouverture de ces assises depuis le centre de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. C'est l'un des chantiers prioritaires du nouveau président sénégalais, redorer le blason de la justice. À peine élu, Bassirou Diomaye Faye avait annoncé des assises regroupant magistrats, avocats, professeurs d'université ou encore membres de la société civile. Il a donc choisi la date du 28 mai, journée du dialogue national au Sénégal, pour lancer ces concertations, dont l'objectif est de faire un état des lieux du secteur de la justice et de proposer des pistes de réforme. Écoutons Bassirou Diomaye Faye qui s'exprimait à l'ouverture de ces assises. Nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral. Rappelons que le président sénégalais a été libéré à seulement 10 jours de son élection, détenu pendant presque un an pour outrage à magistrat et diffamation. Pour maître Babacar Gueye, professeur de droit et facilitateur de ces assises, il y a urgence à réformer le secteur de la justice malmené ces dernières années. Vous avez dû suivre les critiques qui ont été portées sur la justice, le déficit d'indépendance de la justice, son inefficacité, les lenteurs de la justice. Tout cela a été décrié, a été pointé du doigt par les populations, par les forces vives de ce pays. Rappelons qu'en 2018, la modernisation du secteur de la justice avait fait l'objet d'un rapport, mais les recommandations étaient restées lettres mortes. Celles de ces assises seront formulées le 4 juin prochain. Et parmi les promesses du nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Il avait instruit le ministre de la Justice pour proposer une loi d'ici au 15 mai. Le délai est aujourd'hui dépassé, mais plusieurs organisations se félicitent qu'un tel projet de loi soit en gestation et espèrent le voir très prochainement sur la table. Voici le reportage d'Alissane Fernandez et Al-Bachir Boudian. Il y a 5 mois, Mamadou Diallo, activiste et lanceur d'alerte, est sorti de prison. Président de la commission environnementale du conseil départemental de Kédougou, dont il est originaire, il a été condamné pour avoir publié cette photo sur ses réseaux sociaux, celle d'un gendarme attablé avec des Chinois dans un restaurant. C'était la veille de la Tabaski. Il était là assis avec des Chinois et il parlait justement de permis minier. Condamné pour diffusion de fausses nouvelles, de données à caractère personnel ou encore diffamation, l'environnementaliste purgera une peine de 6 mois de prison. Un épisode douloureux pour lui et sa famille. Ils sont allés me prendre directement chez moi devant ma mère qui a 90 ans donc, et mes enfants. Voilà, ça a fait quand même un traumatisme autour d'eux. Je ne vois pas en quoi justement cette dénonciation-là peut-il salir justement mon casier judiciaire. Simplement parce que j'ai pris la décision d'être au service tout simplement de ma communauté. À ce jour, le Sénégal ne dispose d'aucun mécanisme juridique pour protéger les lanceurs d'alerte contre les représailles ou les poursuites. L'organisation Africtiviste, présente dans une quarantaine de pays du continent, promeut la bonne gouvernance. Elle estime que les lanceurs d'alerte ont un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption ou la criminalité. Il est important d'avoir de quoi protéger ces personnes pour qu'elles puissent continuer à évoluer, pour que leur carrière ne s'arrête pas, pour que leur vie ne soit pas menacée. Aujourd'hui au Sénégal, par exemple, s'il y a un document qui est estampillé confidentiel, qui sort du gouvernement, un journaliste comme vous et moi ne peut pas détenir ce document-là parce que ce serait un recel de documents confidentiels et c'est une peine de prison qui lui pend au nez. Dès le lendemain de son élection, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a promis une loi de protection des lanceurs d'alerte. Un soulagement pour les membres de la plateforme pour la protection des lanceurs d'alerte en Afrique qui ont formulé une série de recommandations au ministère de la Justice, appelant en premier lieu à définir clairement le champ d'application du lancement d'alerte
et ensuite à mettre sur pied une série de mesures. Il faudrait que les lanceurs d'alerte qui font face à beaucoup de représailles puissent avoir déjà des immunités juridiques, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui en France. La charge de la preuve n'incombe pas aux lanceurs d'alerte, mais incombe à la personne qui a été citée dans une révélation de lanceur d'alerte. Il faut qu'il puisse y avoir un fonds qui puisse les soutenir, parce que beaucoup perdent leur travail. Il faut qu'il puisse y avoir un accompagnement psychologique. Donc il faudra... Si le Sénégal adoptait une loi de protection des lanceurs d'alerte, il serait pionnier en la matière en Afrique francophone. En effet, seuls 11 pays du continent, tous anglophones, disposent d'une telle législation. Voilà plusieurs semaines que le foot camerounais est traversé par une crise profonde. Elle oppose le ministre des Sports, Narcisse Mouel Kombi, à Samuel Eto'o, le président de Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Ce mardi, une réunion entre le nouveau sélectionneur, Marc Brice, et Samuel Eto'o s'est terminée par un coup de sang de l'ancien joueur du FC Barcelone. Voilà la vidéo qui est depuis devenue virale. Voilà, fin de la première partie de votre journal Afrique Place au Mag. C'est l'un des bassistes les plus talentueux du continent africain, entre atmosphère gospel, funk et mandingue. On retrouve sa voix de soprano qui nous transporte au Burkina Faso et ailleurs. Achille Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi auteur, compositeur, arrangeur, et vous serez en concert le 1er juin à la Bellevilloise, à Paris. C'est le concert de sortie de votre deuxième album, Face au Funky. On va écouter justement un extrait du projet Face au Funky qu'on retrouve dans l'album d'ailleurs. C'est en 2018 que vous avez lancé le projet Face au Funky. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, le projet Face au Funky, c'est vraiment c'est la rencontre au fait déjà de plusieurs artistes, de plusieurs que ce soit nationalité, et j'ai créé ce projet parce que c'est à la suite au fait de plusieurs échanges, de collaborations avec des artistes aussi de renom, des artistes que j'ai accompagnés pendant des années. Voilà, il y a Cheikh Tidiane Seck, voilà, il y a Wadi, Emmanuel Bex, Smarty, il y a aussi Fatoumata Diawara, on a travaillé en studio et tout ça. Et c'est vraiment des artistes au fait que j'ai beaucoup appris. Et puis à un certain moment, en fait, là, le projet Face au Funky est né parce que ça a été des belles collaborations. Et on a fait une tournée. On a fait une tournée et dans la tournée, en fait, l'idée c'était d'aller dans des pays, rencontrer des musiciens et puis partager la scène ensemble. Et qu'est-ce que vous retenez de ces collaborations avec ces grands noms de la musique ? C'est la simplicité qu'ils ont à partager ce qu'ils ont. Et moi, j'ai beaucoup appris parce que me voici aujourd'hui et ce sont ces personnes aussi qui m'ont accompagné. Je dis toujours, Dieu merci parce que grâce à lui, je suis tombé entre les mains de ces personnes-là qui ont su m'accompagner. Et ça, c'est énorme. Et on peut dire que le projet Face au Funky, c'est aussi un mélange de genres au niveau musical, au niveau sonorité. Oui, exactement. Alors, je me suis inspiré beaucoup des années 80. Vous savez, moi, j'adore
j'adore le groove, je suis bassiste. Et puis à l'époque, quand j'étais petit, je voyais un peu, je vois à la télé, ça danse. Il y a même pendant le jazz, hein, ça danse et puis je voyais ça joue. En même temps, les musiciens, ils s'éclatent. En même temps, le public s'éclate. Et puis quand je voyais ça, j'ai dit, mais... Et à chaque fois quand je bossais la basse, je suis là, j'ai toujours le groove. Et puis, le projet est né comme ça, où c'était... Faso vient du nom Burkina Faso, la terre, voilà, exactement. Et puis, funky, tout le monde connaît la funk, musique. Et aujourd'hui, c'est un mélange entre, franchement, le passé et le présent. Et comment vous faites pour que votre musique soit aussi transversale ? C'est Dieu. Parce que... c'est Dieu, d'accord, c'est le divin. C'est le divin. Parce qu'en fait, il y a de la musique traditionnelle, exactement. Dingue, hein, c'est ça. Burkina Faso, mélangée à la basse, hein, qui est très moderne en fait. Très moderne. Ouais. C'est ça, parce que, c'est comme on dit, en fait, on avance avec les âges. Et au fait, comme quelqu'un le disait, au fait, on fait que des reprises. C'est que des reprises parce que nos prédécesseurs, depuis des années, ont pratiquement créé, ils ont composé des musiques. Et nous, ce qu'on fait, c'est encore améliorer. Et donc, c'est pour ça, au fait, moi, ma culture, venant du Burkina Faso, et ayant aussi un peu du Mali, de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment tout un mélange. Je chante en djoula, en bambana. Et j'ai voulu associer ça parce que j'ai aussi une culture jazz. Donc j'ai voulu associer et faire un mélange entre les deux. Parce que, voilà, entre la musique actuelle et puis tout ce qui vient de mon village. Parce que vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez grandi donc au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette enfance où vous avez baigné dans la musique, hein, oui. Avec des parents musiciens? Musiciens. C'est plus facile hein, dans ce cas-là, non? On a cassé toutes les casseroles à la maison. Ah bon? Chaque soir, on virait quand on rentrait de l'école, il y a la maman qui faisait à manger. Et il y a le papa qui prenait la guitare. Et moi, j'ai grandi comme ça. Parce que votre mère est chanteuse. Et elle est chanteuse. Elle chante, votre père est guitariste. Le papa aussi chante. Et c'est toute la famille. Votre frère est... Le frère est... Il y a un qui est ingénieur du son. Il y a un qui est guitariste. Voilà. Et l'autre batteur. On est 5 enfants. Donc on a vraiment été bercés dans une sphère musicale depuis qu'on a été jeunes. Donc, c'est l'œuvre d'une vie Faso Funky, vous diriez? Oui. Faso Funky, c'est aujourd'hui pour moi, ça apporte beaucoup et ça dit beaucoup parce que c'est déjà la cohésion sociale, c'est déjà rassembler des peuples. Et venir avec un message de paix, un message d'amour, parce que ce monde en a besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va se quitter avec un live de vous, Bimbalia. Bimbalia. Qui veut dire justement cohésion. Cohésion sociale, la paix, hein, et on a entendu notre intervenant parler de la situation au Burkina Faso, et j'imagine que vous pensez à tout cela. Vous avez une tournée européenne, c'est ça? Oui, la tournée va commencer en octobre. Ouais, aux côtés donc, de la sortie prévue de votre album Faso Funky, le 1er juin, jour de votre concert à la Bellevilloise à Paris. Merci Achille Ouattara d'être passé. On vous laisse avec Bimbalia. Le plateau est à vous. Merci. Allez-y, Achille Ouattara. Malia yebana jugu masigana kele bila dusula Malia yebana jugu masigana kele bila dusula Malia lube kaben
masiganato keleki kajamanachi Bukina belube kaben masiganato keleki kajamanachi ni dunya musabalile nyonte kanu ya Mazigana sigiyongo ya liche Bali maluche Signore luce la Nifa Mazigana sigiyongo ya liche Bali maluche Signore luce la Centrafricain lube kaben Mazigana to Keleki kajamanachi